Vanina Micheli-Rechtman est médecin psychiatre, psychanalyste, docteur en philosophie, chargée d'enseignement et chercheuse associée au Centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société CRPMS, Université de Paris 7, Denis Diderot. Elle est spécialiste des conduites alimentaires et des cyberaddictions. Elle est par ailleurs codirectrice de la collection Le Regard qui bat aux éditions RS. Vendredi 23 septembre 2022, Vanina Micheli-Rechtman était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son ouvrage chez RS intitulé « Les nouvelles beautés fatales, les troubles des conduites alimentaires comme pathologie de l'image ». Bonsoir, c'est bon? Très bien. Alors, Vanina Micheli-Rechtman est psychanalyste, psychiatre, docteur en philosophie et présidente de l'association Espace Analytique. Elle est l'auteure de La psychanalyse face à ses détracteurs, paru aux éditions Flammarion, et a co-dirigé l'ouvrage collectif Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé aux éditions RS. Nous allons présenter ce soir son dernier livre, Les nouvelles beautés fatales, paru récemment aux éditions RS. Il y a deux façons de lire cet ouvrage. Tout d'abord, l'anorexie comme symptôme. Ainsi, Vanina a pris le choix d'analyser le discours, c'est-à-dire le lien social, et son effet sur le sujet, en concevant l'anorexie et la boulimie comme pathologie de l'image. Cela ne signifie pas que l'anorexie n'existait pas avant. Seulement, elle était soumise à un discours différent. L'anorexie sainte, celle des mystiques médiévales, à l'époque du discours du maître, serait l'expression de la résistance à l'autorité du maître. L'anorexie contemporaine se conçoit aussi comme une résistance, mais recelant cette fois-ci un sens différent. Elle exprime un refus de l'excès, de la société de consommation et de la prolifération des images qui dénient ce qui les fonde, c'est-à-dire le rien. L'anorexique cherche à creuser le manque dans un monde sans manque. C'est en ce sens que les troubles des conduites alimentaires nous permettent de questionner notre modernité qui se caractérise par la société du spectacle, pour reprendre l'expression de Debord. Mais aussi, tout se passe comme si l'anorexique nous disait quelque chose de l'image. Qu'est-ce qu'une image? Et au-delà, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Contre toute attente, cet ouvrage traite aussi de cela. En tout cas, ça a été ma lecture. Comment résister face à la prolifération et la tyrannie des images? Comment sauver dans une image ce rien qu'elle tente de retenir en laissant voiler ce qui a été capturé? Alors tu suggères que cela a hélas disparu, ce qui n'est pas sans effet sur le sujet. Ce n'est donc pas qu'une question esthétique, elle est aussi éthique. En effet, pourquoi on n'est pas aliéné à une image de Manet, d'Ingres, de Bonnard ou de l'image des corps androgynes et décharnés de Schiele, comme on risque de l'être avec les photographies de mode qui s'adressent à la masse? Pourquoi l'une ouvre la voie à la sublimation, aiguisant le regard esthétique, le regard comme manque, où le sens passe à travers les failles, voire éthiques, et enrichit le langage, là où l'autre l'appauvrit. Ceci nous invite à analyser le discours contemporain et à nous poser la question: quand une image, ou alors quand une œuvre d'art, est-elle? Je vais commencer par la première lecture, plus évidente. Qu'est-ce que l'anorexie? En analysant le lien avec les pathologies de l'image. Dans l'anorexie,
c'est le manque qui devient objet. L'anorexie mentale, dit Lacan, n'est pas un ne pas manger, un rien manger, cela veut dire manger rien. Une tentative de s'affranchir de la demande de l'autre pour maintenir le désir. Dans la phrase, on remarque que ce n'est pas l'action qui est niée, mais l'objet. Elle mange rien pour ne se nourrir que du rien du désir. Elle mange du désir. Réduire le désir au rien ne consiste donc pas à l'annuler, mais à l'investir comme un désir. Le rien ici n'est pas le néant, il existe sur le plan symbolique. Dans la direction de la cure, Lacan fait de l'anorexie un exemple clinique de l'irréductibilité du désir au besoin. L'exemple clinique de l'anorexique permet d'éclairer particulièrement la différence entre les deux notions. L'anorexique fait le choix de la grève de la faim pour sauver son désir, pour que son désir ne soit pas confondu avec la satisfaction de ses besoins. Elle creuse le manque dans sa propre chair. C'est pourquoi, comme tu le dis, la plupart d'entre elles surinvestissent la dimension intellectuelle aux dépens des préoccupations corporelles, alimentation et sexualité, perçues comme vulgaires. Ainsi, par le refus radical et parfois au risque de sa vie, l'anorexique, en mangeant rien, sauve son énonciation, sa singularité, comme une tentative, quoique désespérée, de se séparer des énoncés de l'autre, du savoir de l'autre, l'autre avec un grand A. Mais, ça c'est une question, cette analyse, manger rien, ne concerne-t-elle pas seulement la névrose? L'anorexie traverse plusieurs structures, mais a-t-elle la même fonction? Symptômes déchiffrables donc dans le cas de la névrose ou acting out qui se donne en spectacle sous les yeux horrifiés de l'autre dans d'autres cas. Dans l'acting out par exemple, il est adressé à l'autre, sautant sur la scène, comme le dirait Lacan à propos de l'objet petit a. Mais il ne demande pas à être interprété. Ou encore, lorsqu'il est fatal, conduisant à la mort, dans le cas des mélancoliques peut-être, le sujet s'identifie au rien comme rebut cette fois-ci et sort de la scène. Il n'y a plus de demande dans ce cas-là, il a alors passage à l'acte. D'autre part, on parle de sujets anorexiques féminins. Après le séminaire encore, on comprend pourquoi l'anorexie se rencontre le plus souvent sur le versant féminin. Et peut-être s'agit-il moins d'un refus du choix du sexe ou d'une interrogation sur la féminité comme dans l'hystérie classique que d'un refus du corps sexué comme tel. Nous allons d'abord analyser cette lecture, cet aspect de l'ouvrage, avant de parler de l'autre aspect qui est selon moi une lecture plus implicite. Je reprends. Donc, peut-on parler toujours de symptômes? L'anorexie traverse plusieurs structures et le livre nous rappelle qu'on est dans le champ de la psychanalyse et ce choix consiste à dire qu'il n'existe pas de théorie générale qui serait vraie en tout lieu, mais il s'agit de situer à chaque fois l'anorexie dans la structure et le rapport du sujet à l'autre, à l'objet, à la jouissance, au savoir. Et enfin, pourquoi se rencontre-t-elle le plus souvent sur le versant féminin? Donc, tu réponds à cette question à la page 112-113, me semble-t-il. Voilà, on peut parler de cet aspect-là avant d'aborder la deuxième lecture. Merci beaucoup Dina pour ta lecture très pertinente.
Ce livre, en effet, traite des troubles alimentaires, donc de l'anorexie, de la boulimie, et j'ai voulu aussi tenir compte de la société dans laquelle nous sommes, à savoir l'invasion par les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé comme sous-titre les troubles des conduites alimentaires comme pathologie de l'image. C'est vrai que c'est une clinique très compliquée, l'anorexie, la boulimie, comme tu le dis très bien. On voit en tant que clinicienne différentes structures cliniques. Ce qui m'a intéressée, c'est de prendre un peu ce symptôme comme une parole, et de se dire au fond qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ce symptôme et comment va-t-on l'entendre. Moi, je travaille sur ces troubles alimentaires depuis longtemps. Dès mon internat en psychiatrie, j'ai commencé à travailler là-dessus, donc ça fait 20 ans, 25 ans. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. D'abord parce que c'est une clinique du féminin. C'est vrai que la majorité des anorexiques sont des femmes, même si aujourd'hui, il y a des hommes. Et on peut se demander pourquoi, et on peut d'ailleurs y réfléchir, mais je pense aussi que certains diktats sociétaux font que les hommes aussi ont parfois avec leur corps un rapport compliqué. Et donc ce qui m'intéresse beaucoup dans ce symptôme d'anorexie, de boulimie, c'est à quel point c'est pris dans le champ aussi de la société. Donc, c'est un symptôme qui mérite qu'on prenne à la lettre ce que tu viens de déployer, que j'explique dans mon livre. C'est-à-dire qu'au fond, l'anorexie, ça existe depuis très longtemps. Dans mon livre, j'explique l'histoire de l'anorexie au Moyen-Âge, qu'on appelait l'anorexie sainte. En fait, les femmes au Moyen-Âge, quand elles voulaient avoir une place dans la hiérarchie ecclésiastique, elles faisaient des jeûnes. Et c'est comme ça qu'elles avaient l'impression qu'elles pouvaient en tout cas être entendues. Donc c'était déjà une espèce de manière de entre guillemets, de se révolter, de se faire entendre. Alors évidemment ça a évolué, mais il y a toujours eu ce symptôme anorexique. Et ce qui moi m'a intéressé, c'est la modification de ce symptôme à partir de l'avènement des réseaux sociaux dans les années 2000, où j'ai constaté un certain nombre de choses. D'abord, très souvent des crises de boulimie devant les écrans. Et puis, cette façon qu'avaient certaines anorexiques de m'expliquer à quel point les images de mode, il y en a certaines qui venaient même avec un magazine en me disant, voilà, moi je voudrais ressembler à ça. Et je leur expliquais, mais ce sont des photos retouchées. Ce sont des fausses photos. Donc il y a eu ça qui m'a donné envie de réfléchir à la question de l'image aussi. Et puis bon, je fais de la photographie, donc je m'y intéresse particulièrement. Et donc il y a eu cette première phase où, avec la mode, les photos de mode, et puis les réseaux sociaux et Instagram en particulier ont, à mon avis, beaucoup modifié les choses. Il y a un article dans Le Monde très intéressant, la journaliste titre La tyrannie du visage Instagram, où elle montre en effet que à partir du moment où sur Instagram il y a préapplication de filtres, et elle montrait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se supporter dans la réalité, puisque à chaque fois que les photos sont postées, elles sont fausses en fait. Donc je crois que ce sont des questions de fond extrêmement intéressantes qui traversent beaucoup de pays. Là, j'étais invitée au Liban, au Maroc. C'est mondial, c'est comme une épidémie. C'est-à-dire comment finalement des adolescentes en général. Et ce que tu dis est très intéressant. J'ai essayé de montrer que les jeunes filles, enfin les adolescentes, sont effectivement dans une période en général un peu compliquée, puisque c'est la rencontre avec l'autre sexe, le corps change. Chez les garçons aussi, c'est une période compliquée.
Mais disons que chez les filles, ça peut prendre encore plus d'ampleur. Et du coup, avec ces images un peu tyranniques, je trouve, il peut y avoir une espèce d'angoisse qui peut naître et du coup des troubles alimentaires. Alors, il n'y a pas que les images qui provoquent des troubles alimentaires, bien entendu. En tant que clinicienne, on travaille, on réfléchit avec l'histoire familiale, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressée, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce que la société produit aussi comme symptômes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait. C'est-à-dire on ne peut pas analyser l'anorexie en dehors du discours et du lien social. Ou alors il a un autre sens selon les époques. Avez-vous des questions? Alors c'est vrai, je ne sais pas s'il y a des cliniciens, des cliniciennes, mais comme tu le disais, il y a toutes les structures cliniques dans l'anorexie, donc l'hystérie, la névrose obsessionnelle, parce que dans ce symptôme, il y a aussi l'idée de devoir contrôler, de devoir contrôler son corps, etc. Il y a des pensées obsédantes aussi concernant la nourriture. C'est pour ça que dans ce livre, je n'ai pas voulu faire ce qu'on appelle des vignettes cliniques, c'est-à-dire parler de mes patientes, mais je me suis plus appuyée sur la littérature, et en particulier Amélie Nothomb et Noël Châtelet, qui sont deux écrivaines qui ont vraiment décrit l'une comme l'autre très très bien ce qu'est l'anorexie, dans Robert Né non propre en particulier, chez Amélie Nothomb, et chez Noël Châtelet, Histoire de bouche. Elle décrit très bien la crise de boulimie. Donc voilà, j'ai aussi voulu montrer que c'est une clinique qui traverse toutes les couches sociales aussi. Et donc c'est une clinique très intéressante parce qu'il faut entendre, comme tu l'as très bien dit, là sur... alors c'est un peu compliqué de se dire manger rien, c'est manger du rien. Mais en fait, c'est très important d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière vraiment cette limitation. C'est-à-dire, moi je le vois comme ça par rapport à ma clinique aussi, c'est que le rien, il est métaphorique dans le cas de la névrose, l'hystérie, et il est presque littéral dans le cas, par exemple, des sujets mélancoliques. Il s'identifie à ce rebut. Oui, parce que c'est pour ça que je l'ai intitulé Les nouvelles beautés fatales, parce qu'en même temps, malheureusement, il y a beaucoup de décès dans l'anorexie. Et tu parles de la mélancolie, et c'est très juste, parce que effectivement, la mélancolie qui est une dépression très profonde, où là, on a du mal, en effet, il faut vraiment entendre ce qui se dit, quoi, pour... Et c'est là où la psychanalyse, je trouve, est très intéressante parce qu'on est dans un autre lien avec la parole. Et c'est un symptôme où il faut être extrêmement prudent parce que, en fait, c'est un appel. C'est un appel incessant, désespéré. Et il ne faut pas y répondre de manière un peu, on va dire, pavlovienne. Donc, vous ne mangez pas, il faut manger. Il faut vraiment entendre. Sinon, ça ne se passe pas toujours bien parce qu'elle veut absolument faire entendre quelque chose et elle y tient. Elle tient à dire. Elle n'arrive pas à le dire. Elle n'a pas les mots pour le dire. Et c'est par l'intermédiaire de son corps qu'elle parle, l'anorexique. Du coup, je trouve que nous, les psychanalystes, on est vraiment les mieux placés, je dirais, pour pouvoir entendre ça, entendre ce qu'il y a derrière ce symptôme qui est en fait une parole, qu'elle ne peut pas... voilà, une parole muette que nous, cliniciens, cliniciennes, on est là pour faire advenir. Donc... je trouve que la psychanalyse est très subtile sur ce symptôme. Alors, la deuxième partie de l'ouvrage, c'est une deuxième lecture qui est plus implicite. Elle consiste à étudier le statut de l'image.
elle est comme l'envers de la première lecture. D'abord, j'aime beaucoup le titre qui est presque oxymorique, c'est un oxymore, « Les nouvelles beautés fatales » renvoie au destin funeste, celui qui entraîne de manière inéluctable la mort. C'est donc la beauté qui tue, à force de tendre vers un idéal inaccessible, un peu comme le héros de Thomas Mann, Mort à Venise, où son idéal de beauté se trouve réellement incarné dans une beauté idéale qui est le jeune adolescent. On connaît la suite, il se laisse mourir. Le titre métonymique, car en lui se lisent des parties pris qui informent la suite du texte, dévoile l'autre face fatale de la beauté, son verso, son envers, ce qui se passe dans les coulisses, voilant la face obscure de l'industrie de la mode. C'est l'autre face de la beauté, celle qui est à terre. Pour analyser cette clinique, tu abordes des voies originales, l'histoire de l'anorexie, où l'on découvre que l'anorexie ne peut être déchiffrée en dehors du discours, il y a un effet du discours dominant, puis l'histoire de la beauté offre les déclinaisons des beautés à travers les siècles. Au XXe siècle, c'est l'ère de la démocratisation de l'esthétique qui entraîne une soumission à des modèles stéréotypés. J'aime beaucoup au passage une citation de Klee, « La démocratie avec sa demi-culture nourrit honnêtement le mauvais goût ». Ensuite, l'art de la photographie passe en revue les différents styles photographiques qui, de manière générale, ne nous invitent pas à nous ancrer dans la réalité. Ce n'est donc pas une copie de la nature, mais à regarder cette autre chose qui est dans la chose, initiant à un regard poétique. Autrement dit, quelle que soit la forme, l'art de la photographie a toujours possédé un pouvoir métaphorique, renouvelant notre regard sur la réalité. Elle est un art de regarder qui n'invite pas à dévoiler, mais à laisser secret ce qui a été capturé. C'est le sens qu'on peut conférer à l'acte photographique de Barthes que tu cites dans l'ouvrage. La valeur d'une image n'est pas liée à sa perfection technique, mais plutôt à quelque chose comme un appel qui se révèle en elle d'une beauté qui ne se laisserait pas prendre au piège d'une représentation au sens classique du terme. Et c'est cet appel qui ne se laisse pas prendre au piège d'une représentation qui constitue un retard. Pour reprendre l'expression de Marcel Duchamp, vous savez qu'il a appelé sa mariée le retard en verre. Donc, que signifie retard? Il constitue un retard, c'est-à-dire un objet qui fera tableau posthume grâce au spectateur, car il porte l'énigme en son sein. Tu reviens ensuite sur l'histoire de l'image et tu rappelles la distinction établie par Platon entre l'image icône qui manifeste l'écart qui sépare l'image de la chose et l'image simulacre qui, elle, au contraire, comble l'écart se substituant à la chose. L'image icône n'est donc possible qu'au prix d'un dessaisissement où son énigme se loge dans la césure entre l'échappée et le temps suspendu. C'est cette fonction, celle, je te cite, qui fixe l'éphémère et la féminité pour atteindre la permanence du féminin. Et je rappelle que le féminin, pour Lacan, est ce qui échappe. Il est cette autre jouissance indicible dont on ne peut rien dire. C'est cette fonction donc, disant l'impossible, qui fait d'une femme un objet dans la peinture, comme un nu d'Ingres ou de Bonnard qui est étouffé dans les images de mode. Ce n'est pas sans conséquence sur les sujets qui les regardent. On va mettre
les œuvres d'art du côté du féminin tel que Lacan l'a analysé, c'est-à-dire du patou, un opérateur qui pointe l'incomplétude, ce qui n'est pas le cas des photographies de mode. Mais attention, pas toutes les photographies de mode. Ce n'est par exemple pas le cas de Sarah Moon. Ceci n'est donc pas sans effet sur les sujets qui regardent les photos de mode. C'est le cas des anorexiques, aliénés à l'image univoque des femmes filiformes entretenues par la société du spectacle. Tout se passe comme si, écrasée par la tyrannie de l'image, elle ne pouvait plus faire tableau. Je fais allusion ici à la citation de Duchamp. C'est le spectateur qui fait le tableau, mais à condition que l'œuvre soit ouverte, dans le sens d'Umberto Eco. C'est parce que l'œuvre est ouverte, portant l'espacement entre mots et choses, qu'elle peut provoquer la stimulation du spectateur qui la reçoit, la déchiffre, la transforme. L'image de mode perd ici son pouvoir métaphorique pour devenir obscène, op-scène. Je choisis cette écriture pour faire allusion à l'acting out, comme le bouc qui bondit sur la scène, dit Lacan. Par cet acte, le sujet cherche l'autre, mais sans chercher à interpréter, car il a quitté l'intériorité, quitté l'intime pour la scène publique, pour s'exhiber. C'est exactement ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et ainsi de suite. L'image perd donc son pouvoir métaphorique. Elle perd aussi sa dimension poétique, c'est-à-dire cette tension entre le visible et l'invisible, l'apparent et le caché, le voilé et le dévoilé, l'esthétique, ce qui est montré, et l'éthique, ce qui est caché. Elle perd enfin sa véritable nature, celle qui consiste à saisir ce qui, dans l'image, est en train de se dérober pour l'entraîner vers d'autres destins. Dans ces images de mode, il y a comme un dévoilement de la part secrète de l'image. Or, ce qui caractérise l'art en général est ce jeu du voilé-dévoilé. Ce voilé se trouve extériorisé. Et lorsqu'on sature le vide, lorsqu'on annule la part secrète ou ce qui doit rester voilé, seul reste la société du spectacle et son mode de diffusion. Or, l'art procède d'un travail de dénaturation, d'un effacement, posant les balises d'une rhétorique de déplacement. Cette rhétorique de déplacement, en révélant la tension entre le dehors et le dedans, protège l'œuvre de la transformation en spectacle, c'est-à-dire un produit de consommation. Le sujet anorexique, à la fois pris au piège et résistant, répond à cette société par le refus de s'alimenter, métaphore du rejet de la surabondance nauséeuse. C'est un sujet, il faut l'imaginer comme ça, qui se situe au seuil, au bord de la métaphore, mais qui n'advient pas encore. Pour analyser et traiter ce phénomène, tu convoques la psychanalyse au détriment des psychologies descriptives qui, elles, appliquent des recettes au nom d'une normativité scientiste et sur le modèle de la machine, ce qui est incompatible avec la parole rebelle, imparfaite, fissurée par les lapsus, les mots d'esprit et les trébuchements langagiers. Dit autrement, les psychologies descriptives, en perdant le contact avec l'inconscient, où s'enracine la psychanalyse, ainsi que l'art, participent d'une doctrine de la conscience, propice à nourrir l'idéologie dominante, scientiste, et la gouvernance par les nombres, comme le dirait Alain Suppiot. Or, la psychanalyse, ainsi que l'art, font plutôt l'expérience de leur propre incomplétude. Voilà. Ce livre invite à toutes ces réflexions qui doivent, selon moi, rester ouvertes, suggérant différentes pistes de lecture, au lecteur de choisir sa voie et de l'explorer,
Je porte dans l'ouvrage, il y a un entretien avec Sarah Moon. Je porte un intérêt tout particulier à cet entretien. Sarah Moon, vous savez que c'était un mannequin et ancien mannequin et photographe. Alors pourquoi cet entretien m'a-t-il plu? Car Sarah Moon, elle exprime et révèle des expériences extrêmement profondes avec beaucoup de légèreté. Ça m'a rappelé un peu Matisse qui va dissimuler l'effort d'une vie grâce à sa peinture qui se réduit au trait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dina, pour ta lecture. C'est sûr qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment aussi beaucoup intéressée. C'est d'un côté la question de la beauté et de l'autre côté la question des images. La beauté, parce que je me suis... Tout ça, c'est parti de ma clinique, de ces patientes qui veulent, au fond, ressembler à des influenceuses aujourd'hui. C'est-à-dire, sans la citer, Kardashian, etc. Et donc, je me suis interrogée sur la question de la beauté, c'est-à-dire, au fond, en quoi... c'est une nouvelle beauté, mais du coup... c'est une beauté totalement fabriquée. Donc, c'est pour ça que Georges Vigarello, qui est un grand historien du corps, son travail est vraiment remarquable. Et donc, j'ai travaillé sur l'histoire de la beauté en me disant, depuis le XVIe siècle, Georges Vigarello dit la beauté, comment on est passé de la beauté qui était don de Dieu, à un espèce d'impératif, de devoir absolument, par un certain nombre d'artifices et par la chirurgie esthétique, beaucoup, devoir ressembler à quoi finalement. Il y a une nouvelle... L'Organisation mondiale de la santé vient de sortir un texte comme quoi il y a une augmentation de 40% de la chirurgie esthétique chez les 18-35 ans, dans le monde entier. Donc, c'est une alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur ce phénomène. Donc, je me suis interrogée vraiment sur qu'est-ce que c'est que le beau, dans l'histoire de l'art d'abord, et puis quand on aime la peinture et qu'on voit comment les femmes sont représentées au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, bon, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de repérer quand est-ce qu'au fond... il y a eu cette espèce de fascination pour la maigreur. C'est visiblement dans les années 1960-1970 avec un mannequin qui s'appelle Twiggy, qui veut dire brindille. À partir de là, dans l'univers de la mode, il y a eu le début d'une fascination pour la maigreur qui n'a jamais cessé. Même si aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mouvement Body Positivity qui vient des États-Unis et avec l'idée qu'il faut aimer son corps et voilà, comme il est et arrêter de se transformer. C'est très très bien que ça existe ce mouvement, mais c'est pas encore très 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 présent. Donc je me suis interrogée sur cette question de la beauté. Et puis l'autre thème dont tu parles, c'est effectivement de me dire, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle fascination pour des images qui ne sont pas des images, en fait. Et mortifères. Voilà. Ouais, une leçon de mort. Oui, c'est mortifère, puisque de toute façon, ça n'existe pas. D'une certaine manière, ces images sont fausses, elles sont trafiquées, elles sont... Et comment se fait-il qu'elle ou il aussi ne s'en rendent pas vraiment compte? Enfin, pourquoi il y a cette fascination? Donc, effectivement, moi qui aime l'art, je me dis qu'au fond, c'est vrai que quand on regarde la peinture, on n'est pas dans un rapport de fascination. C'est pour ça que, comme je suis philosophe, je me suis dit, mais au fond, déjà chez Platon, il y a cette idée qu'il y a une différence entre une image et une fausse image, ce qu'il appelle l'image simulacre. Donc ça fait longtemps quand même que cette question se pose. Et aujourd'hui, finalement, cette invasion de fausses images produit quand même un espèce de phénomène d'identification. Donc voilà, ce livre, c'est pour essayer de comprendre, de donner des pistes pour penser notre modernité, ce symptôme, et puis j'espère faire en sorte que
les adolescentes, les jeunes adultes se désidentifient de ces fausses images. C'est une tentative en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Vous venez d'écouter Vanina Micheli-Rechtman à la librairie Ombre Blanche le 23 septembre 2022 à l'occasion de la parution de son ouvrage aux éditions RS, Les nouvelles beautés fatales, les troubles des conduites alimentaires comme pathologie de l'image. Vanina Micheli-Rechtman a co-dirigé aux éditions RS en 2013 l'ouvrage Du cinéma à la psychanalyse, le féminin interrogé. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio.